Bienvenue à la communauté des consciences qui s'éveillent. Chaque mercredi matin, écoutez une interview exclusive avec un intervenant passionné par le mieux-être, alliant un équilibre entre l'âme, le corps et l'esprit. Des personnes en quête de sens porteront leur voix au micro du podcast pour vous apporter une meilleure connaissance de vous-même, des autres et de l'environnement. Il y aura aussi bien des thérapeutes que des médecins, des auteurs, mais pas que, puisqu'il y aura aussi des artistes, des réalisateurs, des journalistes et des porteurs de projets sens. Mon objectif est qu'après chaque interview, votre énergie se sente décuplée, que vous soyez reboosté pour croire en vos rêves et pour continuer votre cheminement personnel. Je m'appelle Evelyne Danglo, je suis professeure de français langues étrangères, mais aussi passionnée par le fonctionnement de l'humain, un brin idéaliste et rêveuse. Je suis convaincue que nous sommes des êtres illimités et que nous pouvons transcender toutes nos croyances limitantes pour arriver à une meilleure version de nous-mêmes sur Terre. Pour soutenir ce projet Sens, vous pouvez vous abonner au podcast pour suivre tous les épisodes, vous abonner à la newsletter sur le lien Linktrambio via le compte Instagram ou Facebook, nous suivre sur les réseaux mais aussi faire un don ou commander un Zafou ou Bolster de la marque Consciousness, fabrication française et produits de grande qualité assurés. Très belle écoute, à bientôt. Bonjour aux consciences qui s'éveillent. Aujourd'hui, je suis ravie d'être aux côtés de Jean Didier. Bonjour Jean Didier. Bonjour Evelyne. Comment tu vas ? Écoute, très bien, très heureux de cette participation pour une toute première avec toi. Eh bien, enchantée également. Je suis vraiment ravie de te présenter aussi auprès de la communauté des consciences qui s'éveillent. En plus, on a une magnifique vue sur une tortue derrière toi, pour ceux qui voient la Exactement, vidéo. exactement. Mon animal totem qui me suit un peu partout. Oui, c'est ce que tu disais. En tout cas, c'est très joli. Merci. Alors, je vais te présenter aussi pour les personnes qui ne te connaissent pas encore en tant que médium reconnu, mais aussi auteur d'oracles, d'ouvrages. Mais aujourd'hui, dans cette interview, on va vraiment se concentrer, en tout cas porter notre attention sur ton ouvrage Magie au quotidien. Donc, il Oui, propose vraiment des rituels. Alors, pour être exact, 30 rituels pour oui, booster votre bien-être, que ce soit donc en lien avec l'argent, l'amour, l'habitation, le travail. Donc c'est très, très, comment dire? C'est vaste, il y a vraiment oui, plein c'est de très domaines. large. C'est très large. Exactement, oui. Alors déjà, moi, j'avais une question, c'était de te demander, est-ce que tu peux nous partager un petit peu ton parcours, mais surtout, le cheminement justement vers l'écriture de cet ouvrage? Alors, moi, il faut savoir que, comme beaucoup de médiums, je suis devenu médium à la suite d'un choc émotionnel assez fort et assez violent, puisqu'à l'âge de 15 ans, j'ai perdu ma maman et en fin de compte, j'ai capté ça. J'ai ressenti ce phénomène. J'ai vécu avec ça jusqu'à temps qu'elle décède et après effectivement, ça m'a déclenché en fin de compte une médiumnité qui était un petit peu en moi. Il faut dire que j'étais un enfant hypersensible, donc cette hypersensibilité, du coup, s'est développée et s'est accentuée et m'a donné cette capacité d'avoir des ressentis pour capter, scanner un peu les gens aussi au passage, et puis avoir des flashs et des ressentis. Et après, j'ai travaillé sur le tarot de Marseille et voilà. Et en parallèle à ça, j'ai fait pas mal d'autres choses dans ma vie puisque j'étais très jeune quand ça m'est arrivé. Et puis après, ça a été une espèce d'évidence de se lancer dans ce genre de choses. Et ce qui a été un petit peu le phénomène déclencheur, c'est qu'il y a eu dans les années 80 la libération des ondes avec les radios libres. Mmh. Et je me suis retrouvé sur les radios libres à animer des émissions régulières. Et puis, en fin de compte, je tirais régulièrement les cartes et j'avais des flashs pour les animateurs de la station qui étaient dans les couloirs. Et puis, le directeur d'antenne, un jour, m'a dit, puisqu'il y avait à l'époque Didier Derlich, je ne sais pas si tu te souviens de lui, qui était un médium qui passait sur RTL, qui faisait des voyances en direct à l'antenne. Et on m'avait dit, mais pourquoi tu fais pas sur la FM un petit peu la même chose que lui, puisque tu t'amuses à faire ça dans les couloirs, ça serait bien que tu te mettes au micro et que tu le fasses. Et en fin de compte, c'est parti comme ça dans ces années-là, et ça s'est accentué très très vite, puisque voilà, j'ai pris un cabinet de consultation parce que j'avais beaucoup de demandes, le fait de passer
sur les ondes, ça suscitait beaucoup de demandes de consultation. Et puis après, c'est les médias qui se sont enclenchés très rapidement parce que, en fin de compte, à l'époque, il y a des gens de la télé qui m'ont entendu à la radio et qui m'ont demandé de venir sur des plateaux de télévision. Et à partir des années 90, j'ai enchaîné effectivement, du coup, ma carrière avec beaucoup d'émissions, aussi bien de radio que de télévision. Waouh, sacré parcours, dis donc, oui, Oui. tout s'est enchaîné, hein, Oui, oui, en fin de compte, ça s'est enchaîné très, très vite. J'ai eu la chance, si tu veux, d'être un des premiers à faire de la voyance en direct sur les réseaux FM. Donc d'accord. du coup, ça m'a boosté et ça m'a permis effectivement de me faire connaître assez rapidement. Oui, Et il faut dire que dans les années 90, entre 85 et 90, la voyance sur les réseaux FM n'existait pas du tout. Donc j'étais un petit peu la personne qui démarrait ça sur les réseaux FM. Et puis, il n'y avait pas autant de médiums et de voyants qu'il y en a maintenant aujourd'hui. oui, Euh, voilà, c'était quand même il y a plus de 35 ans en arrière. Donc, à cette époque-là, c'était pas du tout. En tout cas, on n'avait pas les réseaux sociaux, on n'avait pas Internet, on n'avait pas toutes ces possibilités qu'on a aujourd'hui qui nous sont offertes. Mais j'ai réussi quand même très rapidement à faire mon bonhomme de chemin. Et puis, il y a une émission importante qui m'a lancé, qui a été Mystère, dans les années 90, qui était une émission sur TF1 qui faisait une très forte audience parce que à l'époque, il n'y avait pas non plus la TNT, donc il n'y avait pas toutes les chaînes de télévision qu'on a maintenant. Et du coup, les gens regardaient beaucoup les chaînes principales. Et cette émission Mystère, je l'ai faite plusieurs fois. Et c'est des émissions qui, à l'époque, faisaient 10 à 11 millions de téléspectateurs, ce ouais. qui est presque impossible maintenant avec la répartition de toutes les chaînes sur les réseaux et partout. Donc voilà, du coup, ça m'a complètement lancé. Et après, si tu veux, j'avais cette chance, moi, d'être quelqu'un qui avait l'habitude de m'exprimer assez facilement au micro puisque je Oui. faisais des radios FM. Et du coup, j'ai été repéré aussi comme ça en se disant, celui-là, il est intéressant parce que il n'a pas de mal à s'exprimer, il explique bien les choses et ça m'a beaucoup aidé. Bah oui, c'est sûr, mais c'est hyper intéressant de parler de ça, de l'histoire aussi de l'évolution, parce que toi, tu as Oui, vraiment, été, fait partie des pionniers quoi, des premiers. exactement. Donc tu peux voir, comment ça évolue et aujourd'hui, maintenant tu observes qu'il y a beaucoup de médiums. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de personnes qui, s'intéressent au sujet de la spiritualité, de l'ésotérisme. Oui. Ouais, c'est impressionnant. Oui, oui, ça a vraiment beaucoup bougé et changé. Et d'ailleurs, à l'époque, il fallait pas trop qu'on parle de ce qu'on faisait et de notre profession parce que c'était pas très bien vu. Alors Oui. que maintenant, aujourd'hui, c'est devenu quelque chose plutôt d'intéressant. On dit plus facilement, ah, j'ai un ami médium ou je me fais tirer des cartes ou voilà, je m'intéresse à ce genre de choses, ce qui n'était pas du tout le cas à cette époque, quoi. Ouais. En tout cas, merci beaucoup pour cette, présentation. Maintenant, on va revenir donc sur ton ouvrage. Hem, je voudrais en fait parler des bienfaits, tu sais, des rituels à base de liquide, Oui. par exemple. Quels sont les bienfaits de l'eau de Floride? Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, là, j'ai quelque chose qui me touche beaucoup par rapport à l'eau de Floride, parce que l'eau de Floride, il y a encore 2, 3 ans, c'était pas très connu, c'était pas utilisé. Et j'ai commencé sur un de mes premiers livres à parler de l'eau de Floride, et puis dans des vidéos. Et du coup, tout le monde s'est attaché à cette eau de Floride en disant, mais qu'est-ce que c'est? C'est intéressant, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Et puis, je me suis aperçu que effectivement, cette eau de Floride, c'est tout simplement une eau de Cologne qui a été détournée de ses qualités premières, en fin de compte, pour être utilisée en matière de magie, pour pouvoir purifier soit, par exemple, des pièces, soit purifier aussi des bougies. On peut nettoyer des bougies avant de les utiliser avec de l'eau de Floride. On peut nettoyer des bocaux pour faire de la magie avec des bocaux. On peut utiliser cette eau de Floride aussi sur soi pour se préserver et se protéger
protéger des ondes négatives. En fin de compte, il y a un spectre assez large de l'utilisation de cette eau de Floride et du coup, beaucoup de personnes se sont intéressées à ça et maintenant je vois que dans plein de boutiques, un peu partout, on trouve de l'eau de Floride alors que, comme je te le dis, il y a encore 2, 3 ans, on en trouvait nulle part. Donc, Oui. j'ai peut-être été un petit peu à l'initiative de cette chose-là. Et du Mmh. coup, j'ai voulu en parler un peu plus en détail. Donc, j'ai fait un tout petit chapitre dans ce livre où j'explique justement ce qu'est l'eau de Floride, ce que l'on peut attendre de l'eau de Floride et pourquoi j'utilise l'eau de Floride. Parce qu'effectivement, voilà, avant, on utilisait, entre guillemets, l'encens et par exemple, on passait son jeu de cartes ou on passait son petit bocal ou son pot de confiture pour faire ses rituels ou ses fioles dans la fumée de l'encens. Maintenant, on fait ça directement avec la purification avec l'eau de Floride. Mmh. Oui, tu expliques d'ailleurs que l'eau de Floride, c'est un peu similaire à l'eau de Cologne. Exactement. À la base, c'est une eau de Cologne Mmh. et elle n'avait pas été créée et utilisée pour de la magie. En fin de compte, c'est en Amérique du Sud que Oui. qu'on s'est aperçu que cette eau de Cologne pouvait être utilisée dans des rituels de magie. Alors, quand on parle de magie, par contre, il faut tout de suite être clair. Effectivement, tous les livres que je fais sont que de la magie blanche et de la magie avec des prières ou avec des dessins agissants. À aucun moment on parle de magie noire ou de choses pour faire du Mmh. mal. On est toujours dans le bien-être, on est dans le bienfait, on est dans les choses pour aider les autres et pour donner de l'amour et non Bien pas sûr. pour faire du mal, hein. Donc ça, on est d'accord Mmh. par rapport à ça. Et Oui. cette eau de Floride, elle a toujours été utilisée dans ce sens-là. Donc voilà, maintenant, c'est devenu un petit peu quelque chose qui rentre dans les mœurs. Alors, j'espère que ça ne deviendra pas quelque chose de commercial, par contre, Mmh mh. parce que Ouais, c'est toujours un peu le risque. c'est vrai. Mais par contre, les gens s'y habituent très bien parce que justement, ça a une odeur d'eau de Cologne qui est très fraîche, très agréable, qu'on peut effectivement porter sur soi. Par exemple, moi, à chaque fois que je prends une douche, je me mets toujours de l'eau de Floride sur moi parce que ça D'accord. permet de purifier le corps, de purifier le corps éthérique et l'aura, Mmh mh. et ça permet aussi d'éviter d'être agressé par des ondes négatives. Donc voilà, cette eau de Cologne, elle a en tout cas toutes ces capacités-là qui sont expliquées bien sûr dans le livre. Oui, d'ailleurs, c'est très bien expliqué, mais je voulais aussi revenir sur les différents corps. Est-ce que tu pourrais expliquer, peut-être dans le détail pour les personnes qui ne connaissent pas, quels sont ces corps? Alors, en fin de compte, on a des corps qu'on appelle des corps subtils, qui sont au nombre de 7, un peu comme les chakras. Et on travaille principalement, justement, quand on fait plus du magnétisme ou ce genre de choses, sur le corps éthérique, puisqu'il faut savoir que le corps éthérique, c'est le premier corps qui entoure le corps physique, qui fait à peu près 1 à 2 centimètres, qui peut être vu des fois par certains médiums. On peut voir le rayonnement de ce corps éthérique. Et par contre, les magnétiseurs s'attachent à voir s'il n'y a pas de trou dans ce corps éthérique, parce que, D'accord. en fin de compte, il faut savoir que quand on a un problème de santé en particulier. Ce Oui. problème de santé, il vient du fait que le corps éthérique a été touché et qu'il a été endommagé. Donc le but du magnétiseur, c'est de boucher les trous de ce corps éthérique pour Mmh. que le corps physique après puisse reprendre lui le dessus et réagir pour régler tous ces problèmes de santé. Donc voilà. D'accord, oui. Ça crée comme un déséquilibre finalement. Exactement, et il faut savoir que de toute façon, systématiquement, à partir du moment où on est touché sur le corps physique, ça veut Oui. dire que le corps éthérique, lui, est abîmé et qu'il a un problème quelque part. Donc on utilise ça. On peut mettre de l'eau de Floride aussi sur ce corps physique qui va aussi, partir sur le corps éthérique et qui va permettre justement de se préserver, de se protéger. Alors après les protections, moi je suis quelqu'un qui utilise énormément, la prière. Donc on peut utiliser, les psaumes de David comme dans mon premier livre, qui est le livre «Le pouvoir magique des pierres et des cristaux», qui est le premier livre que j'ai fait, chez Hachette aux éditions Le Lotus et l'éléphant, où là, je parle systématiquement de prières à faire à chaque fois qu'on utilise un rituel. Dans le bien-être, on est plus là, cette fois-ci, sur des dessins agissants.
qui sont systématiquement proposés parce que je me suis aperçu que ces dessins agissants, ils avaient une capacité à démultiplier la capacité à réaliser des rituels. Donc, c'est pour ça que tu as certainement vu que Oui. j'utilisais beaucoup de dessins agissants. Complètement. Mais d'ailleurs, je voulais aussi revenir sur les prières. J'avais noté quelque chose et je trouvais que c'était intéressant de le partager. Donc, Oui, tu nous accompagnes, bien sûr. Il y a plusieurs prières aussi qui sont, écrites, mais tu expliques que l'important, c'est pas simplement de le réciter à haute voix, mais c'est de le ressentir, de l'incarner, de le vivre. Alors, oui. pourquoi et comment justement, y je suppose qu'il y a des prédispositions. Qu'est-ce qu'on peut faire justement avant de commencer ces prières? Alors, c'est pas spécialement des prédispositions, c'est simplement l'intention. Moi, je parle beaucoup d'intention dans tout ce que l'on fait et j'en parle un peu aussi dans ce livre et j'explique que, en fin de compte, l'intention que l'on va mettre dans l'action que l'on fait, c'est à peu près 70 à 80% de réussite du rituel. Donc, tu vois, c'est extrêmement important. Ça veut dire que on peut pas faire ce genre de choses pour s'amuser ou pour dire, tiens, aujourd'hui, j'ai envie de tester, d'essayer, on va voir si ça marche Oui, parce que ça ne marchera pas, parce qu'il n'y a pas la bonne intention qui est mise dans ce rituel. Par contre, si on est impliqué dans ce que l'on fait, oui, et si c'est pareil, on lit une prière, pas en se disant bon, il m'a demandé de lire la prière, bon allez, je vais la lire parce qu'il faut la lire. Là, effectivement, ça n'a aucun impact. Par contre, quand on vit une prière et quand on a l'impression de la ressentir dans son cœur, c'est ouais. aussi quelque chose qui est très important. Ça veut dire que on va s'impliquer dans ce que l'on fait et l'implication est extrêmement importante. Moi, je Mmh. pense que s'il n'y a pas d'implication et s'il n'y a pas d'intention dans ce que l'on fait, c'est ce qui risque de faire que les rituels ne fonctionnent pas. Donc des fois, je reçois des mails en me disant, bah, pourtant j'ai essayé le rituel, il n'a pas marché. Et puis il y a des gens qui me disent, j'ai fait un rituel la première fois, j'y croyais pas trop, je l'ai recommencé une deuxième fois, effectivement, en étant plus attentionné et en y mettant aussi beaucoup d'implication. Et là, tiens, bizarrement, ça a fonctionné. En fin de compte, les gens par eux-mêmes arrivent à capter et à sentir que la façon dont on fait ce rituel, c'est pas simplement comme une recette de cuisine. C'est vrai que quand on regarde le livre avec les illustrations, ça fait un peu recette de cuisine, c'est-à-dire prenez ça, mettez ça, faites ceci, faites Oui. cela, ajoutez ça, fermez votre bocal, posez-le sur le dessin agissant. Ça ressemble beaucoup à des recettes de cuisine. Mais en fin de compte, c'est pas que ça, c'est aussi une fois de plus l'intention que l'on met dans ce que l'on fait. Très intéressant. Mais il y avait aussi quelque chose, j'avais relevé, dans cette intention, dans cette demande, je me souviens même plus de mais c'est pas grave, je vais quand même le dire avec mon intuition et mes souvenirs. Je me sou Parce qu'il y a plusieurs, choses qui s'enchaînent, mais c'est pour rebondir sur l'intention, c'est important aussi de cadrer quand on fait, par exemple, une demande, heu enfin, je ne sais pas si je suis claire, mais le message doit être, lui, clair. Sinon, notre Voilà. demande n'est pas forcément, entendue. Est-ce que tu pourrais nous expliquer, pourquoi? Peut-être nous donner des exemples? En fin de compte, justement, on peut faire un parallèle par rapport au tarot de Marseille, Oui, puisque j'ai beaucoup écrit aussi sur le tarot de Marseille et le tarot de Marseille ou un oracle, hein, quand on tire les cartes, on sait très bien que si, on part un peu dans des délires d'une question, très longue, qui englobe plusieurs choses, ça ne répond pas et ça ne donne pas de réponse automatiquement, oui. puisque la question n'est pas claire et n'est pas précise. Mmh. Au niveau de l'application des rituels magiques, la rituelie veut qu'on utilise exactement des souhaits, parce que la plupart du temps, c'est des souhaits. Et là, par exemple, dans ce livre, il y a 3 chapitres, dont un chapitre qui est réservé aux souhaits que l'on peut faire. Quand on fait ce souhait, c'est pareil, on doit être précis dans la demande de ce que l'on fait. Il faut pas s'éparpiller, il faut pas demander plusieurs choses à la fois. Et puis, il faut pas être trop gourmand non plus. C'est-à-dire qu'il faut pas demander d'un seul coup plein de choses, mélangées à plusieurs choses et plusieurs souhaits en même temps. Des fois, il y a des gens qui me disent, est-ce que je peux faire plusieurs souhaits à la fois? Ben non, on fait pas plusieurs souhaits à la fois. On fait qu'un seul souhait pour être concentré sur ce souhait. On attend que ce souhait soit réalisé pour
pouvoir D'accord. passer après à un autre souhait. Mais en fin de compte, on ne mélange pas tout, on fait pas le pot commun où on met un peu de tout dedans et un peu de rien. Oui. Voilà, il faut toujours être très clair et très précis. Et plus vous allez être précis sur votre demande et plus vous allez la visualiser, puisque là, il y a aussi quelque chose qui est important, qui est la visualisation. Et la visualisation, c'est pareil, elle doit se faire dans le sens de choses qui sont déjà obtenues, mais pas d'une demande qu'on veut qu'il se réalise. D'accord. C'est-à-dire que quand on demande quelque chose, on dit j'ai ça parce que je veux ça, et ça s'est réalisé parce que je le voulais. Mais on ne dit pas j'aimerais avoir ou je voudrais ça, Mmh. parce que en fin de compte, l'énergie que l'on met dedans et ce qu'on envoie à l'univers n'est pas du tout la même chose. À partir du moment où on visualise quelque chose qui nous appartient déjà et qui fait partie de nous, là, on est dans quelque chose de concret. Par contre, si on dit j'aimerais ou je voudrais ou est-ce que c'est possible, alors Mmh. est-ce que c'est possible, c'est encore pire parce que ça veut dire qu'on n'a aucune certitude de quoi que ce soit qui puisse se réaliser, se mettre en place. Donc, ça veut dire que effectivement, le conditionnement, les mots qu'on utilise, la prière qu'on utilise, et le côté très pratique et puis surtout très précis de ce qu'on fait, de ce qu'on demande est extrêmement important pour la réalisation de ce vœu, quoi. Mmh. C'est hyper intéressant aussi parce que c'est vrai qu'on est tout le temps, très stimulé, dans ce monde et puis, j'ai le sentiment que les gens aussi enfin, bien sûr, je m'inclus, hein, mais en tant qu'être humain, notre évolution fait qu'on va vouloir tout, tout de suite, à cet instant Exactement. précis, alors que, bah, la nature et puis, c'est fait aussi voilà, il faut s'armer de patience. Exactement. Tu vois, on me pose souvent la question de me dire: «Bon, j'ai fini un rituel, est-ce que je peux en commencer un autre?» Non, ça fonctionne pas comme ça. En fin de compte, il faut laisser du temps et moi, je dis qu'il faut toujours laisser minimum 3 semaines, avant de faire un autre rituel parce qu'autrement, on casse le rituel qu'on a fait et on lui laisse pas le temps de se mettre en place et de s'installer. Un rituel, ça se réalise pas, en 48 heures chrono, hein, c'est Oui. pas ça a rien à voir, hein. Ça prend du temps, il faut que des éléments se mettent en place, il faut que l'univers entende le message, il faut que l'univers capte ce message et qu'il donne sa réponse. Mmh. Donc, il faut à peu près 3 semaines avant de faire un autre rituel. Alors, je comprends parce qu'il y a des gens qui ont plusieurs problématiques et qui sont pressés, comme tu le disais, de réaliser ces rituels pour pouvoir sortir de ces problématiques et régler leurs problèmes. Mais en fin de compte, voilà, c'est pas un claquement de doigts et c'est pas en 48 heures que ça va se régler. Il faut laisser le temps à l'univers de mettre en place ce qu'il a à mettre en place. Donc, moi, si vous vous posez la question en prenant ce livre de vous dire j'ai envie de faire plusieurs rituels. Non seulement on fait pas plusieurs rituels à la fois, jamais, on n'en fait qu'un seul à la fois. Et deuxièmement, quand on fait un deuxième rituel, on attend au moins 3 semaines ou si on peut que le rituel ait agi et qu'il ait donné des résultats. Par contre, des fois, effectivement, comme on ne donne pas l'implication que l'on voudrait ou qu'on n'arrive pas à son but, il arrive que le rituel ne fonctionne pas la première fois et D'accord. souvent, il faut le refaire 2 ou 3 fois pour que ça s'imprime aussi bien dans l'univers parce que ça ne marche pas toujours non plus tout de suite du premier coup. Donc des fois, il faut pas hésiter à refaire 2 ou 3 fois le rituel pour que ça fonctionne. Mmh. Et puis, il faut bien utiliser les dessins agissants. On a commencé à en parler un petit peu tout à l'heure, mais ces dessins agissants, en fin de compte, ils sont très importants. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui permet de démultiplier la puissance du rituel. C'est-à-dire que ce dessin agissant, lui, va envoyer des ondes positives et des ondes de réalisation, d'application d'un rituel. Donc, effectivement, il faut suivre le parcours de ce qui est expliqué dans ce livre, et puis il faut utiliser ces dessins agissants parce qu'ils sont bénéfiques, parce qu'ils sont positifs et parce qu'ils permettent de décupler. On dit qu'à peu près 50% du travail du rituel qui est fait par l'utilisation de ce dessin agissant. Mmh. Mmh. Merci beaucoup pour ces explications. Je voulais aussi revenir justement, en fait, tu expliques qu'il y a aussi des rituels pour favoriser la communication et Oui. donc tu parles aussi des réseaux sociaux et donc tu expliques aussi que, selon toi, ils nous ont éloignés, du vrai sens de la communication. Est-ce que tu peux nous partager un peu plus ton avis à ce sujet?
En fin de compte, les réseaux sociaux, ils ont des avantages et des inconvénients. Les OK. inconvénients, c'est qu'ils nous éloignent des personnes proches à qui on pourrait s'adresser directement et parler. Par contre, l'avantage, c'est que ça permet de communiquer non seulement avec beaucoup de gens, ça permet de transmettre des connaissances, un petit peu comme ce que je fais aujourd'hui et ce que font tes invités quand tu les reçois. En fin de compte, ils arrivent à transmettre des connaissances et toucher un public large pour OK, pouvoir transmettre des choses. bien C'est sûr. vrai que en début d'émission, tu me demandais un petit peu le parcours par rapport au livre. Oui. Mon parcours, c'est surtout initiatique pour les gens et transmettre des connaissances. Il faut savoir que ce type de livre, c'est ce qu'on appelle un livre pratique pour que les gens puissent s'imprégner de mes connaissances que je transmets pour pouvoir apprendre des choses et pouvoir les exécuter après. OK. Donc, on peut faire ce genre de choses aussi à travers des tutos, par exemple. Moi, c'est ce que je fais. J'en ai fait quelques-uns sur Internet. Donc ça, c'est un avantage parce que de par l'image, on peut voir directement. Là aussi, je reprends toujours ce principe de la cuisine, mais c'est pareil, c'est-à-dire qu'on met tous les ustensiles qu'on va utiliser et tous les ingrédients qu'on a besoin pour faire un rituel, et à partir de là, on explique comment on fonctionne pour faire ce genre de choses. Par contre, il faut pas s'isoler non plus par rapport à ça, parce que les réseaux sociaux nous permettent effectivement de communiquer, mais de ne pas communiquer dans le bon sens du terme non plus à certains moments. Et du coup, moi, je vois des gens qui, chez eux, ne communiquent plus. On le voit très bien avec les portables, par exemple. Il suffit d'aller dans un restaurant et on voit souvent les gens qui sont à table en face d'eux. Tout le monde a son portable à la main et ils ne parlent plus, ne communiquent plus parce qu'ils sont les yeux rivés sur leur portable en train de regarder ce qui se passe sur les réseaux sociaux, s'ils ont reçu un texto, s'ils ont reçu quelque chose, une notification ou autre. Donc, en fin de compte, il faut pas tomber, c'est Oui, toujours pareil, il faut pas tomber dans l'excès par rapport à ça. bien sûr. Et c'est pour ça que il y a un rituel effectivement dans ce livre qui permet de se reconnecter avec les humains, tout simplement, et avec notre entourage, avec les personnes, et puis éviter les non-dits, parce qu'il y a souvent aussi beaucoup de non-dits et de choses qu'on ne transmet pas ou qu'on ne dit pas parce que notre émotionnel n'est pas prêt à le faire ou parce que on n'est pas prêt à ça, tout simplement parce que on est dans une société un petit peu de surconsommation, donc on va directement droit à l'essentiel et du coup on passe à côté de certaines choses. Du coup, il faut se reconnecter avec soi et se reconnecter avec les personnes de notre entourage et de notre famille. Et Mmh. moi, j'ai souvent des questions et des gens qui me disent, ouais, je m'entends plus avec mon frère, avec ma sœur ou avec ma mère, parce qu'en fin de compte, ils ont perdu cette communication directe, ce côté humain qui était important et très important. On vivait très bien, hein. Moi, je Mmh. parle de ce que j'ai vécu il y a 35 ans quand je faisais des émissions et que je démarrais dans ce métier. On n'avait pas les réseaux sociaux, on n'avait pas toutes ces choses-là, et on vivait très bien et on communiquait très bien entre nous. Et en fin de compte, voilà, le portable et puis différentes choses nous ont un petit peu fait perdre cet état de communication qu'il faut essayer de retrouver maintenant. Mmh. Alors pourquoi je parlais aussi de ce rituel, hein, pour favoriser la communication? Parce que je pense que c'est vraiment, le bon moment avant les fêtes de fin d'année. Je sais qu'il y a les regroupements de famille, voilà, c'est toujours, Mmh. à Noël ou voilà, Nouvel An. En général, on se réunit. C'est vrai que ça peut être intéressant aussi de le mettre en pratique juste avant ça. Alors ça, c'est très intéressant effectivement dans ce sens-là. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est d'offrir ce livre parce que ça peut être un très bon cadeau aussi Bon. pour les gens qui sont intéressés par le développement personnel, parce que c'est quand même un livre de développement personnel. C'est quand même un livre pratique pour apprendre des choses et pour s'initier. En plus, il est quand même, on l'a beaucoup soigné, c'est-à-dire que c'est un livre qui a
ce qu'on appelle le jaspage, hein. Le jaspage, c'est ça, c'est le Mhm. tour du livre qui est en couleur. Oui. Sur le livre, il y a des petites choses comme ça qui sont en fer adoré. Enfin, la couverture est en carton rigide. On a essayé de faire un bel objet, en fin de compte, de ce livre, et ce qui a été réussi. Et du coup, c'est quelque chose qui peut être un beau cadeau. Et justement, pour communiquer, pour apprendre, je pense que c'est très bien de faire des cadeaux avec des livres. Peut-être pas seulement celui-ci, ça peut être aussi d'autres livres, mais en tout cas, c'est intéressant. Tu vois, par exemple, on a remarqué que les gens s'intéressent depuis le confinement beaucoup plus aux livres, parce qu'il y a eu toute une période où les gens ne lisaient plus. Et en fin de compte, quand les gens se sont retrouvés enfermés chez eux, ils se sont mis à lire parce que non seulement ils avaient besoin de s'occuper, mais en plus ils avaient besoin d'enrichir leurs connaissances. Et là aussi, il y a eu un déclic par rapport au développement personnel. Donc les gens voulaient apprendre ce qu'ils étaient eux, qu'est-ce qu'ils pouvaient faire pour se bonifier et qu'est-ce qu'ils pouvaient faire aussi pour avancer dans la vie de façon spirituelle. Donc, en fin de compte, nous, on a remarqué que mes livres en particulier, on a eu un pic très important de livres qui se sont vendus, non seulement à cette époque-là, mais aussi en période de fête de Noël et en cadeau, si tu veux. Oui. Voilà, c'est un livre qui marche, et comme les autres d'ailleurs, et surtout le pouvoir magique des pierres et des cristaux, parce que là, je parle de rituels faits avec des cristaux en particulier, et c'est pareil, les cristaux, ça touche tout le monde. D'ailleurs, dans ce livre, je parle de l'élixir de cristaux. Oui. D'ailleurs, oui. Alors, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Alors, en fin de compte, l'élixir de cristaux, c'est pareil, c'est aussi quelque chose qui est en train de devenir à la mode parce qu'on trouve aussi maintenant ce genre de choses en petites fioles, en petites bouteilles dans des officines et puis dans des boutiques ésotériques. En fin de compte, ce sont tout simplement ce qu'on appelle des infusions de cristaux. C'est-à-dire que là, j'explique dans le livre quelle pierre en particulier par rapport à quelle thématique il faut utiliser telle pierre. Et en fin de compte, cette pierre, il y a tout un processus qui est expliqué dans le livre, mais qui est très simple, hein, qui est simplement le fait de mettre un cristal ou une pierre dans de l'eau et de la faire infuser, entre guillemets. Alors, il faut pas la mettre à bouillir, hein, comme si on faisait une infusion ou un thé, mais il faut simplement la laisser pendant quelques heures pour qu'elle puisse transmettre tout ce qu'elle possède au niveau énergétique dans l'eau pour pouvoir après utiliser cette eau-là que l'on va en particulier très souvent boire. Voilà, parce qu'elle va être chargée de magnésium, elle va être chargée de magnétisme aussi, elle va être chargée d'énergie et elle va être chargée en particulier des pouvoirs qui lui sont attribués. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui fait partie de la magie moderne, parce que là, bien sûr, ce livre est un livre de magie moderne, et souvent on me dit ah mais c'est bizarre que des recettes de rituels soient aussi simples et que ça fonctionne. Oui, parce qu'on n'est plus du tout au Moyen Âge où effectivement on tâtonnait, on cherchait des recettes et on partait dans des délires avec de la bave de crapaud et puis des coquelicots, enfin Ouais. bon, tout un tas de choses. Maintenant, on est dans de la magie moderne et c'est pas parce que les recettes sont simples qu'elles sont pas efficaces, bien au contraire. Elles sont simplement adaptées à notre temps et à notre époque. D'ailleurs, tu vois, quand moi je parle de la magie des bocaux, il y a tout un chapitre de 10 rituels sur la magie des bocaux. Dans ce chapitre-là, j'explique qu'en fin de compte, c'est quelque chose qu'on utilisait aussi avant, mais on faisait ça dans les campagnes avec les pots de confiture. C'est-à-dire, on prenait un pot de confiture, on l'ouvrait, on mettait tout un tas de choses dedans, on le refermait, on le secouait, on le mettait dans un coin. Et ça permettait d'avoir la réalisation de certaines choses. Aujourd'hui, maintenant, voilà, on va travailler avec des bocaux puisque c'est beaucoup plus moderne. Mais si les gens veulent le faire aussi avec des pots de confiture, ils peuvent très bien le faire. Il y a absolument aucun problème. Mais c'est pour te dire qu'il y a une évolution. Oui, Les bien sûr. filtres, c'est pareil. Là, il y a un chapitre sur les huiles essentielles. Avant, on parlait des fioles.
avec des choses à sentir, à respirer, etc. Là, maintenant, on parle des huiles essentielles. En fin de compte, on adapte cette magie à notre temps, à notre époque, avec Mhm. des choses qui sont accessibles, en fin de compte, à tout le monde, quoi. Oui, complètement. Mais en tout cas, merci beaucoup, Jean-Didier, pour toutes ces explications. Mais Mais je t'en prie. justement, donc, comme tu le disais tout à l'heure, mais j'aime le répéter aussi, c'est un peu comme ce que tu dis, des recettes de cuisine. Alors, en tout cas, ça a tout l'air magique. Et donc, c'est vrai que c'est bien de l'avoir à la portée. Comme ça, on peut l'utiliser quand on en a besoin, en tout cas. Et puis, bien sûr, surtout, tu expliques l'importance aussi d'espacer les rituels pour voir aussi les Exactement. donc ça, c'est important. Donc, je ne l'avais pas dit, mais je pense que tu l'avais cité, hein, c'est présenté aux éditions Le Lotus et l'éléphant et c'est Exactement. disponible dans toutes les librairies partout en France. C'est bien ça? Oui. Et en ligne aussi. En ligne aussi, bien sûr, sur tous les réseaux qu'on connaît de distribution classique. C'est à Oui, la Fnac, Amazon, Le Citre, enfin partout. Il faut savoir que il y a certaines personnes qui ne le savent pas, mais en fin de compte, ce livre fait partie d'une nouvelle collection qui existe depuis très peu de temps, depuis quelques années, qui s'appelle donc le Lotus et l'éléphant, qui est une branche qui fait partie du groupe Hachette. Donc, c'est le groupe Hachette qui a créé cette mmh, branche qui s'appelle le Lotus et l'éléphant et qui n'édite que des livres spécialisés dans la spiritualité, dans le magnétisme, la magie, enfin tout ce qui est ésotérique en fin de compte, oui. quoi, voilà. Mmh. Donc c'est vraiment des collections spécialisées chez eux. Et donc moi c'est le troisième livre que je fais chez le Lotus et l'éléphant. Il y a un livre qui a énormément marché, qui fonctionne, qui est devenu un petit peu un livre de fond parce que on s'était aperçu qu'il n'existait pas de livre sur la magie par les cristaux. Et D'accord. donc, voilà, c'est pour ça que moi j'ai fait ce livre qui s'appelle Le pouvoir magique des pierres et des cristaux, qui Mmh. fait partie de cette collection chez le Lotus et l'éléphant, et qui est un livre là aussi avec des rituels et qui parle principalement de l'utilisation des pierres et des cristaux. Voilà. Donc celui-ci, c'est un petit peu la suite de ce premier livre qui était sorti sur la magie. Super. Bah, en tout cas, merci beaucoup Jean Didier. Je suis vraiment très ravie, de t'avoir accueilli au micro de l'éveil des consciences et puis bien sûr, j'invite toutes les personnes à partager cette interview qui sera diffusée donc le lundi matin, puisque les interviews sont toujours, diffusées en début de semaine, voilà pour, justement redonner, rebooster en énergie positive. Alors Donc moi, je vais juste ajouter un petit mot pour terminer, parce qu'il y a vas-y des Jean gens qui Didier. vont peut-être se poser des questions ou qui vont Bien avoir des sûr. questions à me poser. Oui. Vous allez tout simplement sur mon site internet, il y a un lien pour accéder à ma boîte mail et pour m'envoyer des mails. Donc le site internet, c'est jean-didier.com, tout simplement. Donc n'oubliez pas le petit tiret qui est le tiret du 6 entre Jean et Didier, jeandidier.com, ou vous tapez sur Google Jean Didier et vous me trouverez facilement et je répondrai à vos questions avec plaisir. Merci à tous et je vous dis passez une très bonne journée. À bientôt Jean Didier. À bientôt et merci Evelyne, au revoir.